Et si, à l'occasion du Festival du Livre qui commence cette semaine, nous parlions de bibliothèques dans Bleu Up? Car des bibliothèques au cinéma, il y en a. Prestigieuses, celle du Congrès à Washington dans Benjamin Gates, ou plus modeste, le Bibliobus dans Billy Elliot. Des bibliothèques d'hier avec James Stewart dans Indiscrétion, ou de demain avec Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Des bibliothèques en documentaire, la New York Public Library dans Ex Libris de Frédéric Wiseman, ou en animation dans J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Des bibliothèques bientôt construites dans L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, ou bientôt détruites dans Le Nom de la Rose. Des bibliothèques pour emprunter des livres, bien sûr, comme dans La famille Tenenbaum, mais aussi pour en voler, comme dans Amityville. Des bibliothèques avec ces lampes vertes, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bref, des bibliothèques au cinéma, en veux-tu, en voilà. De quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Avec une précision d'emblée, nous ne parlerons pas dans ce sujet de bibliothèques privées, comme celle monumentale de La Belle et la Bête version Disney. Non, nous parlerons bien de bibliothèques publiques ou en tous les cas accueillant des visiteurs, comme celle du British Museum que découvre Dana Andrews dans Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur. Et pour commencer, la bibliothèque est évidemment au cinéma un lieu où l'on découvre des livres, l'amour de la littérature, bref, un lieu de révélation. C'est par exemple le point de départ du roman Mathilda de Roald Dahl, et donc de son adaptation par Danny DeVito, avec, c'est connu, la très jeune Mathilda qui se rend seule à la bibliothèque et qui va trouver sa vocation. Where are the children's books, please? In that room right over there. Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? No, thank you. I'm sure I can manage. On trouve cette même vocation dans Un ange à ma table de Jane Campion, avec la jeune Janet Frame, qui deviendra plus tard écrivain, et qui arpente dès 10 ans les allées de sa bibliothèque. Un peu comme les deux adolescents Asa Butterfield et Chloé Grace Moretz dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui se rendent à la bibliothèque sur les conseils du libraire Christopher Lee et vont être émerveillés par un livre sur l'histoire encore balbutiante du cinéma. The story of the first movies. Et ces révélations peuvent également avoir lieu à l'âge adulte, en tous les cas pour Robert De Niro dans Stanley et Iris de Martin Ritt, où il est un cuisinier analphabète qui apprend à lire à la bibliothèque avec la complicité de Jane Fonda. Such as peat, leaf mold, compost or rooted, rotted manure. I think you've got it, Stanley. Mais encore. Eh bien, autre évidence, la bibliothèque est un lieu d'apprentissage, par exemple pour Vincent Lacoste et William Lebgill, étudiants en médecine sérieux, mais bruyants, dans première année de Thomas Lilty. Glucose plus fructose. Pardon, glucose. Sinon, dans le même ordre d'idées, la bibliothèque est l'endroit idéal pour les recherches personnelles à l'abri des regards, par exemple sur la télékinésie, pour Sissi Spacek dans Carrie, ou des recherches sur le corps féminin en prévision d'un éventuel avortement dans L'événement d'Audrey Diwan, d'après le livre d'Annie Ernaux, ou encore ces recherches pleines de soupçons et d'anxiété à la bibliothèque sur la lèpre dans Les délices de Tokyo de Naomi Kawase. À part ça, la bibliothèque est aussi un lieu d'enquête où l'on consulte les archives à la recherche d'un indice qui aurait échappé, comme le fait Josh Hartnett, policier obsessionnel dans Le Dahlia noir de Brian De Palma, mais aussi la jeune Teresa Wright dans L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock, qui se rend à la bibliothèque tard le soir pour vérifier ce qu'elle pressent depuis quelque temps déjà. Son oncle Charlie ne serait visiblement pas celui qu'il prétend être.
Enfin, bien sûr, le journaliste au cinéma enquête à la bibliothèque avec un exemple séminal, Jerry Thompson, dans Citizen Kane d'Orson Welles, enquêtant sur la mort de Charles Foster Kane à la bibliothèque et lançant ainsi les flashbacks. Sinon plus réaliste, car inspiré de faits réels, citons les journalistes pugnaces du Boston Globe dans Spotlight, enquêtant jusque tard sur les scandales pédophiles à l'église dans la région de Boston. Library's closing. Library's closing. Enfin, citons également les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, incarnés par Robert Redford et Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président, dont l'enquête autour du Watergate fera finalement tomber le président Nixon avec cette image en plongée saisissante à la bibliothèque du Congrès à Washington, les deux journalistes écrasés par l'ampleur de la tâche et pris dans la toile des fondus enchaînés, mais dans le même temps portés par une force supérieure, une haute idée du journalisme, de l'enquête et de la justice. Mais quoi d'autre ? Eh bien, la bibliothèque au cinéma est souvent un lieu de passage vers d'autres mondes plus secrets. C'est dans Indiana Jones et la dernière croisade, les souterrains de la bibliothèque à Venise qui vont permettre à Harrison Ford et Alison Doody de découvrir au milieu des rats un précieux tombeau. Ou c'est dans le déjà cité Le Nom de la Rose, Sean Connery et Christian Slater, qui pénètrent dans une bibliothèque labyrinthe à la rencontre de son mystérieux gardien, détenteur du grand secret. Ce qui nous fait penser que souvent, et notamment dans le cinéma fantastique, les couloirs et sous-sols des bibliothèques sont hantés par un sorcier malveillant et peu bavard dans le Inferno de Dario Argento, Sir, excuse me. ou par un sorcier, lui, bienveillant, mais guère plus bavard dans Doctor Strange. Mr. Strange. Stephen, please. And you are? Wong. Wong. Just Wong? Like Adele? Et puis, dans les sous-sols des bibliothèques, et notamment ceux de la New York Public Library, on peut trouver des fantômes tout violets dans SOS Fantôme, mais aussi dans une bibliothèque de Tokyo, des fantômes tout noirs et plus flippants dans le Cairo de Kiyoshi Kurosawa, un peu comme les fantômes tout aussi flippants qui effrayent Thomasine Mackenzie dans Last Night in Soho d'Edgar Wright. That was quick. Oui, des créatures peu sympathiques hantent souvent les bibliothèques, et ce n'est pas cette scène anxiogène du Ça version 2017 qui va nous contredire, et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Enfin, pour rester dans la même tonalité, remarquons que l'Apocalypse, au cinéma, visiblement sera plus ou moins lié à la bibliothèque, laquelle se transformera en refuge dans le jour d'après de Roland Emmerich pour Jack Gyllenhaal et quelques autres, trouvant à la New York Public Library à nouveau un moment de répit face au froid glaciaire qui s'abat sur la ville. Et puis après l'apocalypse, tout pourra peut-être recommencer en partant d'une bibliothèque. C'est en tous les cas ce qu'espère l'utopique Malcolm McDowell dans le livre d'Eli. This is where we're going to start again. We're going to teach people about the world they lost. Enfin, puisque l'on parle d'apocalypse et de bibliothèque, impossible de ne pas citer cet épisode marquant de la série La Quatrième Dimension, question de temps, avec Burgess Meredith, dernier survivant sur Terre, amoureux des livres auparavant frustré, qui a désormais tout le temps pour assouvir sa passion pour la lecture, en tous les cas, a priori. Books! Books! All the books I'll need! All the books I'll ever want! Enfin, terminons ce tour d'horizon avec les rapprochements sentimentaux, car il se trouve que la bibliothèque est au cinéma un lieu de rencontre et de drague. Déjà, on repère à la bibliothèque, comme Jim Carrey dans Truman Show, intrigué, qui tente un regard timide au-dessus des livres pour découvrir Natasha McElhone. Et puis un cliché, le coup du livre oublié sur la table, par André Dussolier, face à Agnès Jaoui, dans On connaît la chanson. Monsieur,
Et puis, les déclarations officielles, par exemple celle de George Peppard à Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, qui ne rencontre pour l'instant que peu d'écho. Holly, I love you. Enfin, la concrétisation dans les allées d'une bibliothèque, c'est au cinéma possible, en tous les cas avec Ben Affleck et Rosamund Pike dans Gone Girl. Boston. Ou avec Parker Posey et Omar Townsend, au milieu des livres eux aussi, dans Party Girl de Dorothy von Scherler-Meyer. Sinon, l'onanisme aussi, à la bibliothèque, est possible, en tous les cas avec le jeune Frank, en plein troubles familiaux, dans Les Bergman se séparent. Enfin, n'oublions pas la rupture dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec un Jim Carrey, encore lui, interloqué face à une Kate Winslet soudainement devenue amnésique. Hey, tomato. Patrick, baby boy. Bref, si on ajoute Judy Garland qui chante la solitude à la bibliothèque dans En avant la musique, Frederick Chopin had George Sand, and Alexander had his ragtime band, but I got no... et Robert Preston qui chante la sérénade à Shirley Jones à la bibliothèque dans The Music Man. Madame Librarian. Si on ajoute Allen Ginsberg, alias Daniel Radcliffe, inspiré à la bibliothèque dans Kill Your Darlings, If the accused is heterosexual. Et Arthur Rimbaud, alias Leonardo DiCaprio, moins inspiré à la bibliothèque dans Rimbaud-Verlaine. Si on ajoute, dans un genre différent, l'affrontement homérique entre Keanu Reeves et Boban Marjanovic dans John Wick le 3e, et l'affrontement tout aussi homérique entre Spider-Man et le lézard dans The Amazing Spider-Man, avec ici un savoureux caméo de Stan Lee en bibliothécaire mélomane. Mais aussi le meurtre imminent à la bibliothèque dans À toute épreuve de John Woo. Et les meurtres de masse imminents aussi, qui commencent à la bibliothèque dans Elephant de Gus Van Sant, ou encore la bibliothèque en prison masculine dans Les Évadés, et la bibliothèque en prison féminine dans The Reader. On peut dire que les bibliothèques sont au cinéma partout. Tiens, et on n'a pas cité Goldie Hawn, bibliothécaire dans Drôle d'embrouille, ni Johnny Depp, chercheur dans La 9e porte, ni Tintin, reporter dans Tintin, ni Harry Potter, apprenti sorcier dans Harry Potter, et enfin ni Ken, alias Ryan Gosling, en coup de vent dans le Barbie de Greta Gerwig. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec Emily Blunt, plutôt à l'aise avec les échelles de bibliothèque, dans Jungle Cruise, et Rachel Weisz, un peu moins à l'aise, enfin quoique, avec les échelles de bibliothèque dans La Momie. C'est donc parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de bibliothèque de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Breakfast Club, que réalise John Hughes en 1985. Nous venons de voir que dans certains films, les prisons pouvaient se transformer en bibliothèque, et bien ici, c'est au contraire la bibliothèque qui va se transformer en prison pour 5 adolescents collés, retenus un samedi à la bibliothèque de la Shermer High School pour une dissertation au sujet très introspectif. Qui pensez-vous être? Alors pour les 5 étudiants, le temps qui va passer très lentement, avec de nombreuses tensions, mais aussi quelques moments de détente et de lâcher prise, pour une scène culte très années 80, au son de We Are Not Alone de Carla De Vito,
Et au passage, gloire à tous ces comédiens et comédiennes qui ont bercé notre adolescence, Anthony Michael Hall, Ali Sheedy, Judd Nelson, Emilio Estevez, Molly Ringwald. Notre numéro 4, changeons de registre avec Philadelphia de Jonathan Demme pour une scène clé à la bibliothèque qui commence avec Denzel Washington, avocat studieux, qui va affronter des regards insistants d'autres visiteurs, peut-être parce qu'il mange un sandwich, peut-être pour sa couleur de peau, et puis l'instant d'après, une autre discrimination, celle que va devoir affronter Tom Hanks, ex-avocat malade, qui concentre tous les regards, le tout dans un silence feutré absolument assourdissant. Sir? This is the supplement. You're right. There is a section on HIV-related discrimination. Thank you. Thank you very much. We do have a private research room available. I'm fine right here, thank you. Excuse me, do you know where I can find the Estate versus Murdoch case? Just a moment, Okay. I'll be right with you. Thanks. Wouldn't you be more comfortable in a research room? No. Would it make you more comfortable? Notre numéro 3 est une évidence, Seven de David Fincher, avec une fameuse scène dans laquelle Morgan Freeman, détective expérimenté, se rend à la bibliothèque pour élargir son enquête, tandis qu'en parallèle, Brad Pitt, détective plus novice, restera cloîtré chez lui, enfermé à revoir encore et encore les mêmes éléments du dossier. Un montage parallèle saisissant pour opposer deux méthodes, deux visions, le tout sur la musique de Bach, jouant là aussi du contraste entre l'horreur et la douceur.
Notre numéro 2 concerne Toute la mémoire du monde, classique du court-métrage documentaire que réalise Alain Resnais en 1956 sur la Bibliothèque nationale. Un film porté par un commentaire écrit par Remo Forlani, certes, mais aussi porté par les images de Ghislain Cloquet et par la musique de Maurice Jarre, et qui contient de nombreux moments sans voix off, comme celui-ci, où ne reste finalement que l'essentiel, le montage, le rythme, le souffle, la vie. À Paris, c'est à la Bibliothèque nationale que les mots sont emprisonnés. On y trouve tout ce qui s'imprime en France. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, en tous les cas pour nous, Les ailes du désir de Wim Wenders, car nous avons passé tellement de temps dans notre moitié de vie, dans les bibliothèques, que nous croyons, nous aussi, comme Wim Wenders, qu'elles sont en fait peuplées d'anges qui veillent sur nos vies, notre savoir, notre conscience. Alors donc, Bruno Ganz, Otto Sander et de nombreux autres, plus que jamais pour l'éternité, surtout sur la musique céleste de Jürgen Knieper. Gleich diese und vielen Gleichungen kann man zusammenfassen zu einer Eins. Der Vorteil dieses Vorgangs besteht darin, dass jetzt für alle Gleichungen der Formungsquadrat des Ax plus b sozusagen einmal eine Lösung angegeben werden kann. Falls überhaupt eine existiert, etwa minusartig 2 plus Wurzel aus a Quadrat 4 minus b. So einfach ist es. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו Nächtens will ich mit dem Engel reden, aber meine Augen noch nicht kennt. Wenn er plötzlich fragte, schaust du Eden? Und ich müsste sagen, Cassia, the angel of solitudes and tears, who shows forth the unity of the kingdom. Erschienen, sollst du hin,